un des indicateurs de récession préférés de la Réserve fédérale, vient d'être déclenché. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Allons-nous connaître une contraction économique? Est-ce que le marché boursier va baisser? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vais faire de mon mieux pour répondre à ces questions en 3 étapes simples et rapides. Étape numéro 1, passons en revue cette courbe des taux folle, et comment elle vient de inverser à nouveau. Nous regardons un graphique, la date d'aujourd'hui remontant jusqu'à octobre, ouvert 2024. À gauche, nous commençons à 0 tout en haut ici et nous montons jusqu'à 50 points de base, c'est 0,5%. Et ensuite, nous descendons à moins 125 points de base. J'aurais dû mettre un négatif là, mais vous avez compris avec les chiffres rouges. Donc, c'est le rendement des obligations du Trésor à 3 mois par rapport au rendement des obligations du Trésor à 10 ans. Une meilleure façon de le dire serait le rendement des obligations du Trésor à 10 ans moins le rendement des obligations du Trésor à 3 mois. Donc, nous revenons à octobre de l'année dernière et la courbe était massivement inversée. Cela signifie que le rendement des obligations du Trésor à 10 ans était, en fait, inférieur à celui des obligations à 3 mois. Quelque chose qui ne devrait vraiment, cela ne devrait pas arriver. Je veux dire, vous pouvez simplement faire preuve de bon sens et réfléchir à prêter à votre pote 1 000 $ pour 10 ans contre 3 mois. Lequel allez-vous lui facturer un taux d'intérêt plus élevé? Lequel présente plus de risques, l'inflation ou le fait de ne pas être remboursé? Évidemment, pour 10 ans. Donc, vous allez lui facturer un taux d'intérêt plus élevé, plus vous lui prêtez de l'argent longtemps. Ça a beaucoup de sens et c'est généralement pourquoi, dans un environnement sain, vous verriez une courbe des rendements raide. Donc, les rendements seraient plus bas au début de la courbe pour les maturités plus courtes, moins vous prêtez de l'argent au gouvernement longtemps, et à mesure que ce temps augmente, le rendement serait plus élevé. Donc, en gros, quand vous voyez cette courbe inversée ou sur ce graphique, tout ce qui est en dessous de 0, c'est mauvais. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous dépassez cette ligne pointillée, après avoir été en dessous de la ligne pointillée, nous passons de mauvais à très mauvais. Et vous vous dites probablement, Georges, eh bien, quoi? Si c'est mauvais, alors ça doit être bon. Mais si nous regardons réellement un graphique remontant, disons, aux années 1970 et que nous comparons les 3 mois avec les 10 ans, nous voyons que généralement les choses se gâtent. En d'autres termes, nous avons cette contraction économique. Contraction, pas pendant l'inversion, mais après que la courbe se soit rétablie. Ensuite, nous avançons rapidement jusqu'en janvier 2025 ou quelque chose comme ça. La courbe s'accentue. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteint un point où il est peut-être de 40 ou 50 points de base au-dessus des 3 mois, ce qui est plus conforme à ce que vous attendriez dans une économie saine et en croissance. Mais en fait, historiquement parlant, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est généralement d'environ 1 à 1,5%, soit 150 points de base au-dessus du début de la courbe. Donc, nous ne sommes toujours pas prêts quand nous sommes à 40 ou 50 points de base. Mais ensuite, ce qu'on a vu, c'est que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a commencé à descendre à partir de ce moment-là. Et plus récemment, il a absolument chuté à un point où maintenant, la courbe s'est de nouveau réinversée. Donc, si c'est mauvais, c'est très mauvais, mais c'est carrément bizarre. Alors maintenant, prenons un moment pour nous reculer et nous demander, eh bien, qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Parce que c'est juste une représentation visuelle des prix et de ce que font réellement les acheteurs, les vendeurs et le marché des treasuries. Mais nous devons réfléchir à pourquoi ils font ce qu'ils font. Pourquoi achètent-ils autant de bons du Trésor à 10 ans? Cela fait baisser le taux d'intérêt. Rappelez-vous, il y a une relation inverse entre le prix des treasuries et le rendement réel. En général, ce sont ces institutions financières, les mégabanques, les fonds spéculatifs, les fonds de pension, à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis, en regardant leur bilan et en se disant
D'accord, que allons-nous faire? Nous pourrions aller là-bas et prêter à l'économie réelle, ou nous pourrions simplement acheter des bons du trésor. Donc, au bout du compte, il s'agit vraiment du risque. Par rapport à la récompense, je veux dire, si vous dirigiez une banque, vous feriez exactement la même chose. Vous vous demanderiez, d'accord, je peux augmenter la taille de mon bilan. En accordant un prêt à une entreprise mondiale, je pourrais peut-être obtenir un intérêt de 6%, ou ce que je peux faire, c'est prendre cette même capacité de bilan et acheter un rendement des bons du Trésor à 10 ans, ici, disons, à 4,8%. Eh bien, j'aime le 6%, mais mon Dieu, c'est beaucoup. Trop risqué? Parce que je regarde à l'horizon et je vois des nuages de tempête économiques. Je vois une contraction potentielle. Je n'aime pas ce qui se passe. Donc, dans ce cas, je préférerais largement avoir les 4,8% sur le bon du Trésor parce que le risque est beaucoup plus faible. Vous voyez ce qui se passe ici? À mesure que le risque perçu dans l'économie mondiale augmente, il y a donc un plus grand désir d'avoir des actifs sûrs et liquides sur votre bilan. Et donc, vous allez acheter des choses comme le rendement des bons du Trésor à 10 ans, ce qui fait baisser le taux d'intérêt. Alors, la prochaine question est, la courbe des rendements a-t-elle toujours raison? Et la réponse est non. Il a un taux de réussite très élevé, mais ce n'est pas toujours juste, disons 90% du temps. Et il est très difficile d'utiliser la courbe des rendements pour faire des prévisions. Quand la récession va-t-elle frapper? À part cette analyse de base qui consiste à observer quand la courbe des rendements passe d'inversé à non inversé. Et je serai le premier à admettre que j'en parle depuis longtemps. Et mon scénario de base est que nous aurions déjà eu une récession, car généralement, cette contraction économique survient dans cette période de 2 ans. Mais vous savez, nous sommes toujours en plein milieu d'une récession. Autre chose que je vais dire, c'est que le marché des treasuries n'est pas seulement le marché obligataire des États-Unis, c'est vraiment le marché obligataire pour l'économie mondiale. Et si vous regardez ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années en dehors des États-Unis, c'est une histoire très, très différente, ce qui aurait plus de sens quand vous examinez cette inversion. Mais je sais qu'en ce moment, ce gars va faire son apparition, surtout dans les commentaires. Et c'est votre ami et membre de la famille. Fred, le gars qui vous harcèle toujours, vous disant que George Gammon ne sait pas de quoi il parle et qu'il ne fait que semer la peur. Et ce que vous devriez faire, c'est simplement acheter l'S&P et écouter Jim Cramer, puis enterrer votre tête dans le sable comme une autruche. Et il ne s'agit pas de chronométrer le marché. Tout est une question de temps sur le marché et il ne s'agit pas d'acheter des choses quand elles sont bon marché ou de les vendre quand elles sont chères. Tout est une question de prédiction. Alors, prédiction tout en sachant avec certitude que le marché boursier monte toujours. Et donc, quiconque a un point de vue contrarien ne fait que répandre de la désinformation. Et de la désinformation, vous devriez simplement les ignorer. Il a une opinion très similaire à celle des médias traditionnels, ce qui est assez étrange, mais ce que cela oublie, c'est ce dont nous venions de parler. N'est-ce pas le fait que la courbe des taux prédit une récession? Je pense que cela passe à côté du sujet. Donc, dit autrement, ce n'est pas une question de l'inversion de la courbe. C'est une question de pourquoi demander. Pourquoi il y a tellement d'institutions financières qui utilisent leur capacité de bilan pour acheter des treasuries à 10 ans au lieu d'aller dans l'économie réelle et d'utiliser cette capacité de bilan pour obtenir un taux d'intérêt plus élevé. C'est vraiment la clé et c'est pourquoi nous devons inclure la courbe des taux dans notre analyse, même si ce n'est pas toujours correct ou cela ne nous donne pas beaucoup d'informations. En ce qui concerne le timing d'une contraction économique, étape numéro 2. Maintenant, plongeons dans les graphiques
pour voir si ce mouvement bizarre que nous venons de voir dans la courbe des Treasuries est réellement sans précédent. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce qui se passe dans l'économie réelle. Cela motive, disons, ces énormes institutions financières à adopter une approche plus prudente ou une approche beaucoup plus prudente qu'il y a seulement un mois. Alors, commençons par regarder un graphique des fonds fédéraux et des Treasuries à 10 ans, par opposition au Treasury à 3 mois. Et le Treasury à 10 ans, donc le tout début de la courbe. Et nous revenons à 1965 pour celui-ci. Ouais. On ne peut pas me reprocher de me concentrer sur les données récentes, c'est sûr. Revenons à la maladie du cerveau. Et j'aimerais pouvoir zoomer un peu ici, mais malheureusement, ouais, c'est un peu difficile à faire. Mais il semble que nous ayons eu une réinversion, mais cela aurait pu être pendant la véritable récession de la maladie du Cervasus. Nous revenons à la crise financière mondiale et nous avons eu un petit peu d'inversion là-bas et une sorte de baisse, mais rien à voir avec les 50 points de base dont nous parlions à l'étape numéro 1. Et on ne l'a définitivement pas eu pendant l'éclatement de la bulle Internet. Et vous revenez à 1990, nous ne l'avions vraiment pas à ce moment-là. Cela s'est réinversé, mais c'était quand nous étions en plein milieu d'une récession. Et en revenant aux années 1980 et 1970, c'était difficile parce qu'à l'époque, la Fed ne fixait vraiment pas le taux d'intérêt à un jour. Il gérait simplement les réserves bancaires et essayait de gérer l'offre monétaire M2. Donc, ce n'est pas vraiment une comparaison équitable. Si vous voulez ça, vous devez regarder plus. Donc, comme le bon du Trésor à 2 ans et le bon du Trésor à 10 ans que nous allons examiner ici dans un instant. Donc, c'est toute la base de ce graphique. Je dirais que le bon du Trésor à 10 ans se négociant en dessous des fonds fédéraux, ce qu'il fait en ce moment. En plus d'être en dessous du 3 mois, n'est pas sans précédent, mais c'est définitivement rare. Maintenant, passons au bon du Trésor à 2 ans et le bon du Trésor à 10 ans. Et nous ne sommes pas encore réinversés. Je veux dire, restez à l'écoute, d'accord? Qui sait ce qui va se passer au cours des prochaines semaines? Des temps définitivement volatiles dans lesquels nous vivons, c'est sûr. Et en revenant dans l'histoire sur ce graphique, vous pouvez voir que nous avons eu une inversion juste avant la maladie cervasique. Mais ensuite, ça a juste monté en flèche en ce qui concerne l'aplatissement. GFC, nous avons eu une légère. Oh non, regardez ça. Donc, nous avons eu une inversion de la courbe en 2006. C'est vraiment intéressant. Et ensuite, nous avons eu la désinversion. Et puis, ça a de nouveau chuté. Et puis, le dernier coup de rat, là, juste avant que les choses ne dégénèrent. Et c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment accentué en raison de la baisse drastique des taux par la Fed à la fin de 2007 et au début de 2008. L'éclatement de la bulle Internet, c'était à peu près une ligne droite. Maintenant, si vous regardez la récession que nous avons eue au début des années 1990, lorsque la courbe était inversée, c'était encore une fois un peu chaotique. Donc, avec cette courbe en particulier, je dirais qu'en revenant avant l'éclatement de la bulle Internet, c'était en fait assez courant qu'elle se réinverse, mais après, à l'ère moderne. Disons, cela a été plus rare si vous regardez les 3 dernières récessions. Maintenant, retournons à la courbe spécifique que nous examinions, à l'étape numéro 1. Et, au fait, j'ai oublié de mentionner, bien que ce soit l'un des signaux de récession préférés de la Fed, ce n'est pas leur préféré absolu. Nous allons regarder ça dans un instant. Mais avant de le faire, revenons à cette période de 3 mois qui, encore une fois, vient de se réinverser. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez voir qu'avant la maladie de Cervasus, cela a fait quelque chose de similaire. Avant la crise financière mondiale, cela a définitivement fait quelque chose de similaire. Avant l'éclatement de la bulle Internet, cela presque.
Et si on essaie de réinverser et elle s'est définitivement réinversée avant la récession des années 1990. Donc, c'est un peu l'opposé de la courbe à 2 ans où ce n'est pas du tout rare. En fait, je dirais que c'est un peu la procédure opérationnelle standard pour ce genre de choses, pour se réinverser, puis se réinverser à nouveau, et ensuite s'accentuer une dernière fois avant que les choses ne commencent à mal tourner. Maintenant, vérifions l'indicateur de récession préféré de la Fed. Et je le sais parce qu'ils l'ont dit de nombreuses fois sur leur site web. Et nous pouvons voir pourquoi, car c'est extrêmement précis. Surtout lorsque vous regardez cette moyenne mobile sur 90 jours de l'écart à court terme. Alors, qu'est-ce que l'écart à court terme? Eh bien, juste ici, ça dit, c'est la différence entre le taux d'intérêt à 3 mois attendu dans 18 mois. Je suppose qu'ils obtiennent cela, peut-être du marché à terme ou quelque chose comme ça, moins. Le taux d'intérêt actuel ou à 3 mois. Donc, si nous revenons aux années 1970, nous pouvons voir que cela nous donne, en fait, un timing un peu meilleur que les autres courbes. Donc, la situation s'est inversée juste avant d'entrer dans la récession du début du siècle 1970. Elle s'est inversée un peu avant les années 1980. Mais avançons vers des temps plus modernes et nous pouvons le voir en regardant l'éclatement de la bulle Internet. Une fois qu'elle s'est réinversée, c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à mal tourner. Et c'était exactement la même chose avec la crise financière mondiale. Et puis c'est la même chose avec la maladie Servasus. Et en le regardant en ce moment, vous allez remarquer ça. La moyenne mobile sur 90 jours, qui est historiquement si précise, ne s'est pas encore réinversée. Donc, c'est quelque chose auquel je vais personnellement prêter beaucoup d'attention. Et généralement, juste pour votre information, elle se réinverse à la suite de la baisse des taux par la Fed à court terme. Cela ne se réinverse généralement pas à cause de la partie longue de la courbe. En d'autres termes, le rendement des bons du Trésor à 10 ans qui augmente et continue d'augmenter. Donc, ce que cela me ferait croire, c'est que l'avenir pour 2025 est probablement, encore une fois, il n'y a pas de certitude, seulement des probabilités, mais très probablement, pour le reste de 2025, la Fed va baisser les taux et probablement baisser les taux plus que la plupart des gens ne s'y attendent. Alors, pourquoi feraient-ils cela? Parce qu'ils réagissent à la faiblesse économique dont ces grandes institutions financières dont nous avons parlé à l'étape numéro 1 s'inquiètent. Étape numéro 3. Alors, ce sont certaines des données économiques qui pourraient inquiéter. Le marché faisant chuter le rendement des bons du Trésor à 10 ans au point où la courbe est maintenant réinversée. Avant d'y arriver, commençons par examiner ce que j'appellerais peut-être des preuves anecdotiques basées sur ce que je vois juste avec mes propres yeux en parlant à des membres de ma famille. Je vois dans les commentaires des vidéos YouTube que je fais et en utilisant simplement un bon vieux bon sens. Maintenant que ce n'est pas un vrai graphique, c'est juste un que j'ai dessiné pour donner une représentation visuelle de ce que je pense s'est passé depuis la maladie Servasus. Donc, à gauche, nous passons de 2 000 $ à 5 000 $. Et nous allons arriver à ces chiffres dans un instant. Mais nous commençons par regarder cette ligne verte qui représente, nous allons utiliser votre ami et membre de la famille, Fred, encore une fois. Ce I représente le revenu de Fred. Donc, comme nous le savons, depuis la maladie Servasus, les revenus nominaux aux États-Unis ont augmenté de manière spectaculaire. Alors, supposons un instant qu'en 2019, il gagnait environ 2 000 $ par mois. Et évidemment, ce ne sont pas des chiffres réels, c'est hypothétique. Je les utilise juste pour l'exemple. Donc, son revenu aurait augmenté vers le haut et vers le haut, jusqu'à atteindre aujourd'hui, disons, environ 4 200 $.
Donc, je sais que beaucoup d'entre vous en ce moment se disent, eh bien, c'est une excellente nouvelle, son revenu est passé de 2 000 $ à un peu plus de 4 000 $, donc son pouvoir d'achat a dû augmenter énormément. Faux, parce que nous devons prendre en compte le prix de toutes les choses qu'il achetait avec son revenu. En d'autres termes, l'inflation. Alors, retournons à notre graphique et regardez cette ligne rouge. Vous savez ce qui s'est passé? Les prix à la consommation ont commencé à augmenter de plus en plus ici en 2020. Et ensuite, en 2021 et jusqu'en 2022, ils ont littéralement explosé. Malheureusement, ils augmentaient à un rythme beaucoup plus rapide que le revenu de Fred. Maintenant, nous avons eu un peu de désinflation, mais cela ne veut pas dire que les prix ont baissé. Absolument pas. Ils ont juste continué à augmenter à un rythme plus lent. Donc juste, ici nous passons de Fred. Avoir des économies réelles à la fin du mois, c'est très différent pour Fred de ne pas avoir assez d'argent pour payer les factures. Mais il a été sauvé par le gouvernement. Vous vous souvenez de tous les chèques de Steamy? Et ce n'était pas seulement recevoir des chèques par la poste chaque mois, de l'argent gratuit. C'était aussi le fait qu'il n'avait pas à payer son loyer, pas à payer l'hypothèque, pas à payer le prêt étudiant et beaucoup d'autres programmes. Toute la fraude du PPP, on ne peut pas oublier ça. Donc, le pouvoir d'achat en fait, il a considérablement augmenté quand on ajoute son revenu à toutes les choses gratuites qu'il recevait. Donc, il n'en fait plus gérer la forte augmentation des prix. Mais vous savez tous comment cette histoire se termine. On arrive à un point où les choses gratuites commencent à s'épuiser et la seule chose qui reste à Fred, c'est ce énorme un écart béant entre ses revenus et ses dépenses. Un point. Maintenant où, disons, son revenu est de 4 200 $, mais ses dépenses sont probablement proches de 5 000 $. Donc, pour mettre cela en termes que tout le monde peut comprendre, juste ici, avant la maladie de Servatius, disons qu'à la fin du mois, il lui restait 100 $. D'accord? Et puis, pendant les chèques de STEMI et toute l'inflation, il avait 400 $ de plus à la fin de chaque mois. Mais ensuite, on voit cette ligne bleue qui descend, les choses gratuites ont commencé à s'épuiser et il est temps de payer le musicien. Il est passé de 400 $ à la fin du mois à moins 100 $. En d'autres termes, il avait besoin de 100 $ supplémentaires qu'il n'avait pas juste pour payer les factures. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mettre les charges sur la carte de crédit. Eh bien, ça ne dure qu'un certain temps. Et ensuite, une fois que la carte de crédit est à son maximum, on commence à ne plus la rembourser. C'est à ce moment-là que nous voyons le taux de délinquance exploser. Dieter, vas-y, émets un graphique de ça. Et puis nous arrivons au point aujourd'hui où Fred est complètement à sec, mais à la fin de chaque mois, il a besoin de 800 $ supplémentaires au-delà de ses revenus, juste pour avoir un toit au-dessus de sa tête et de la nourriture sur la table. Alors, que doit faire Fred? Il doit réduire ses dépenses. En d'autres termes, la demande agrégée diminue. Et quand vous avez une économie où 70% des activités sont basées sur la consommation, cela risque de mener à une récession économique. Mais il y a une autre option pour Fred. Il n'est pas nécessaire qu'il réduise ses dépenses. Il pourrait aller chercher un emploi et en fait gagner 800 $ supplémentaires. Cela porterait son revenu à un niveau où il pourrait réellement payer les factures sans souci. D'accord. Eh bien, cela nécessiterait que le marché de l'emploi se porte bien. Et toutes ces entreprises embauchent de plus en plus d'employés. Il y a donc une demande croissante de travailleurs comme Fred. Donc, ces entreprises sont prêtes à lui payer plus parce que leurs bénéfices augmentent. Je veux dire, nous avons vu cela se dérouler pendant cette période où nous avons eu l'inflation des prix à la consommation. Mais malheureusement, maintenant, nous devons examiner ces données économiques sous-jacentes et nous voyons beaucoup de faillites d'entreprises. Juste l'autre jour, nous en avons parlé dans une vidéo où Joanne, etc., ferme tous ses 800 magasins. Et ce n'est pas seulement Joanne, etc.
Nous voyons Starbucks licencier plus de 1000 travailleurs. Nous voyons des avertissements de la part d'entreprises comme Walmart et McDonald's qui sont un reflet direct de ce qui se passe avec le consommateur. Donc, en gros, il est très peu probable que Fred aille chercher un emploi qui lui paie beaucoup plus que celui qu'il a actuellement. Et cela renvoie à son processus de prise de décision où la seule option qu'il a est de réduire ses dépenses. Mais malheureusement, cette réduction des dépenses aggrave encore la situation pour les entreprises qui licencient encore plus de travailleurs, ce qui rend votre ami et membre de la famille Fred encore plus pessimiste quant à l'avenir. Et c'est pourquoi nous voyons le sentiment des consommateurs. Les enquêtes, telles que l'enquête du Michigan et l'enquête du Conference Board, montrent des lectures où le niveau de confiance est moyen. Joe et Jane sont absolument en chute libre en ce moment. Et il y a aussi des données plus directes à examiner pour voir ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et juste aujourd'hui, nous avons vu les demandes d'allocation chômage sorties à 242 000 $ au-dessus des attentes. Alors que le marché immobilier, qui pourrait être un sauveur parce que toutes ces personnes ont tellement d'équité qu'elles pourraient l'utiliser comme pouvoir d'achat pour combler ce fossé. Mais maintenant, nous voyons les transactions immobilières à des niveaux historiquement bas. Par exemple, les ventes de maisons en attente viennent d'atteindre un niveau historiquement bas, remontant à leur début, suivant les ventes de maisons en attente, qui étaient au début. En d'autres termes, les ventes de maisons en attente sont à leur niveau les plus bas depuis environ 25 ans. Et pensez-y, la population des États-Unis était beaucoup plus faible à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Encore une fois, ces ventes de maisons en attente sont à un niveau historiquement bas. Ce n'est pas ce que vous verriez si le marché immobilier ou l'économie en général, ou le marché du travail, le marché de l'emploi se portait bien. Vous verriez exactement le contraire. Donc le point principal de cette vidéo n'est pas de dire que nous nous dirigeons vers une récession ou un krach boursier. C'est simplement pour souligner que, nous avons de bonnes nouvelles par ici, mais nous avons aussi beaucoup de mauvaises nouvelles auxquelles nous devons prêter attention et nous devons être conscients de ce que ces institutions financières, avec probablement des informations privilégiées, font avec leur bilan. Et c'est ce que nous dit la courbe des trésors. Et je tiens à souligner, ce ne sont pas seulement les institutions financières, ce sont aussi de grands acteurs comme Warren Buffett qui, comme nous l'avons dit l'autre jour, vend des actions au point, d'avoir accumulé une position en liquidité plus importante que jamais. En fin de compte, ces acteurs des marchés financiers, avec des informations privilégiées et beaucoup d'expérience, adoptent une approche beaucoup plus prudente. Et cela ne signifie pas nécessairement que X, Y ou Z se produira, mais c'est quelque chose que vous devez inclure dans votre analyse de ce qui pourrait se passer tout au long du reste de 2025 pour plus de contenu qui vous aidera à créer de la richesse et à prospérer dans un monde de banques centrales incontrôlables et de grands gouvernements. Consultez cette playlist juste ici et je vous verrai dans la prochaine vidéo.